Dans une de mes récentes interventions, j'évoquais ce livre, Guérir, de David Servan-Schreiber. Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse. Ah voilà qui est nouveau. Médicaments, c'est pour le corps viande et psychanalyse, c'est pour la tête déconnectée du corps. Donc rien de tout ceci ne nous convient. On nous propose donc quelque chose de nouveau. Et feuilletons ce livre pour justement essayer d'y retrouver ce que j'y avais vu. Et dès la page de garde, la dédicace nous indique que l'auteur a enseigné à l'université de Pittsburgh, aux internes de l'hôpital Shadyside de l'université de Pittsburgh. Pour leur enseigner, j'ai dû tout réapprendre. À travers eux, c'est à ceux qui partout dans le monde sont habités par la passion de comprendre et de soigner que je souhaite dédier ce travail. Alors un médecin, je ne sais pas ce qu'il est au juste. Donc intéressons-nous. Après des études de médecine et de psychiatrie, David Servan-Schreiber s'est retourné vers la recherche fondamentale en neurosciences cognitives. Bon, donc aux États-Unis, parce qu'en France, c'est pas la peine. Il est ensuite revenu à la pratique clinique tout en poursuivant ses travaux sur la neurobiologie des émotions. Après 20 ans passés aux États-Unis, où elle a contribué à fonder puis à diriger le centre de médecine complémentaire à l'université de Pittsburgh, il réside aujourd'hui en France. Et ça, c'était... je crois qu'il n'est plus de ce monde, mais ça, c'était en 2003. Eh bien, oui, j'allais dire un médecin qui se réinvente, qui se remet en question. Effectivement, il n'a pas fait ça en France. Mais lisons le sommaire tout de suite. Nous apprenons toujours beaucoup d'un livre en lisant son sommaire. 1. Une nouvelle médecine des émotions. 2. Malaise dans la neurobiologie, le difficile mariage de deux cerveaux. 3. Le cœur et la raison. Ah oui, là on est dans les hémisphères, ça peut être intéressant tout ça. 4. Vivre la cohérence cardiaque. 5. L'auto-guérison des grandes douleurs, l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires, entre parenthèses, EMDR. 6. Le MDR en action. 7. L'énergie de la lumière, régler son horloge biologique. 8. Le contrôle du chi, l'acupuncture manipule directement le cerveau émotionnel. Alors là, juste une petite remarque pour dire que nous allons vraisemblablement parler d'énergétique dite chinoise, en tout cas d'énergétique suivant la tradition chinoise. Et là, il ne va pas du tout être question d'astral, mais d'énergétique, donc d'éthérique. Il n'est pas question de contacter ci ou ça. Nous avons affaire à un médecin qui, même s'il s'est remis en question, reste un véritable médecin. Donc ça va nous aider à faire notre choix dans ces médecines alternatives sans tomber dans les griffes du démon en passant par l'astral. Mais continuons. La révolution des oméga 3, comment nourrir le cerveau émotionnel. Ça c'était 9. 10, chapitre 10, Prozac ou Adidas. 11, l'amour est un besoin biologique. 12, la communication émotionnelle. 13, écouter avec le cœur. 14, le lien aux autres. 15, par où commencer? Alors le premier chapitre, une nouvelle médecine des émotions, commence avec une citation en exergue, une citation de Henri Poincaré, tirée de La science et l'hypothèse, dont nous avions eu de très brefs extraits quand nous avions parlé de Monsieur Poincaré lui-même. Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui, l'une et l'autre, nous dispensent de réfléchir. Ah, ce Poincaré, s'il n'était là, il aurait fallu l'inventer. Je vais lire un peu en diagonale, les gens qui sont malheureux. Pourtant, il existe des gens heureux qui mènent une vie harmonieuse. Le plus souvent, ils ont le sentiment que la vie est généreuse. Ils savent apprécier leur entourage et les menus plaisirs quotidiens. Les repas, le sommeil, la sérénité de la nature, la beauté de la ville. Ils aiment créer et bâtir, qu'il s'agisse d'objets, de projets, de relations. Ces gens ne font partie ni d'une secte ni d'une religion particulière. On les rencontre aux quatre coins du monde. Certains sont riches, d'autres non. Certains sont mariés, d'autres vivent seuls. Certains ont des talents particuliers, d'autres sont tout à fait ordinaires. Ils ont tous connu des échecs, des déceptions, des moments difficiles. Personne n'y échappe. Mais dans l'ensemble, ils semblent mieux négocier les obstacles. On dirait qu'ils ont une aptitude particulière à rebondir face à l'adversité, à donner un sens à leur existence, comme s'ils entretenaient un rapport plus intime avec eux-mêmes, avec les autres, et avec ce qu'ils ont choisi de faire de leur vie. Qu'est-ce qui permet d'atteindre cet état? Après 20 ans passés à étudier et à pratiquer la médecine, surtout dans les grandes universités occidentales, mais aussi auprès de médecins tibétains ou de chamans amérindiens,
j'ai découvert certaines clés qui se sont avérées utiles tant pour mes patients que pour moi-même. À ma grande surprise, ce ne sont pas celles qui m'ont été enseignées à l'université. Il ne s'agit ni de médicaments, ni de psychanalyse. Donc il va raconter vraiment sa vie, des questions d'hypnose, de différentes choses. Alors l'hypnose en France, on se méfie énormément parce que voilà, on se méfie de tout ce qui est non rationnel. Non rationnel ne veut pas dire irrationnel, mais c'est ce qui échappe au cerveau analytique. Donc même si ça fonctionne, même si on peut enregistrer une séance d'hypnose, de véritable hypnose, pas ericksonienne, où on est complètement hors de soi, donc où c'est le subconscient ou parfois les choses sous l'emprise desquelles nous sommes qui parlent à travers nous, malgré ça, on peut donc enregistrer et vérifier tout ce qui a été dit par le subconscient, ensuite recouper tout ça et voir les effets. Non, ça ne suffit pas, ça ne va pas, ça n'est pas, c'est le cheminement qui ne va pas. En fait, on se moque bien de soulager les gens, il s'agit juste d'avoir la maîtrise complète du processus. On sait bien qu'ils sont les confréries qui verrouillent la médecine en France. Enfin en France, très spécifiquement en France. Mais ici, nous sommes dans une approche des émotions. Donc on va parler du cerveau limbique, le cerveau dans le cerveau, les grands principes de cette nouvelle approche. À l'intérieur du cerveau se trouve un cerveau émotionnel, un véritable cerveau dans le cerveau. Celui-ci a une architecture différente, une organisation cellulaire différente, et même des propriétés biochimiques différentes du reste du néocortex, c'est-à-dire la plus évoluée du cerveau, qui est le siège du langage et de la pensée. Donc rappelons que le siège de la pensée, du langage et le siège des émotions ne sont pas du tout les mêmes du strict point de vue biologique, anatomique, physiologique, organique. C'est différent. Donc si c'est différent organiquement, c'est donc que ça reflète une autre réalité, où ces deux processus sont également différents, celui du langage et celui de l'émotion brute. De fait, le cerveau émotionnel fonctionne souvent indépendamment du néocortex. Le langage et la cognition n'ont sur lui qu'une influence limitée. On ne peut pas commander à une émotion d'augmenter ou de disparaître de la même façon qu'on peut commander à son esprit de parler ou de se taire. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Malgré toute notre éducation, notre pensée analytique n'a aucune action directe sur notre monde émotionnel, surtout quand il s'agit de choses qui ont été refoulées et qui ont leur vie propre. On peut les observer, on peut les analyser, mais on ne peut pas avoir d'influence directe par la volonté de la pensée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que quand on dit c'est psychosomatique, il suffit de ne plus y penser, mais ça n'a rien à voir. Des fois les gens me disent ah mais arrête de penser à ton passé, essaye d'oublier. Mais j'ai rien à oublier puisque j'ai pas de souvenirs. Ces gens sont complètement stupides, ils ne comprennent rien. Ce n'est pas le fait d'oublier quelque chose, même si on s'en souvient d'ailleurs, qui va faire que les manifestations somatiques vont cesser. Puisque le siège de l'analyse de tout ça, c'est quelque part, et le siège de la racine des manifestations somatiques par l'émotionnel, c'est ailleurs. Et ces deux choses-là ne communiquent pas directement. Et le néocortex n'est pas le maître du cerveau émotionnel, c'est l'inverse. Le cerveau émotionnel, pour sa part, contrôle tout ce qui régit le bien-être psychologique et une grande partie de la physiologie du corps. Le fonctionnement du cœur, la tension artérielle, les hormones, le système digestif et même le système immunitaire. Les désordres émotionnels sont la conséquence de dysfonctionnements de ce cerveau émotionnel. Pour beaucoup, ces dysfonctionnements ont pour origine des expériences douloureuses vécues dans le passé, sans rapport avec le présent, mais qui se sont imprimées de façon indélébile dans le cerveau émotionnel. Ce sont ces expériences qui continuent souvent de contrôler notre ressenti et notre comportement, parfois plusieurs dizaines d'années plus tard. Et j'ajouterais même sans qu'on en ait aucunement conscience même. La principale tâche du psychothérapeute est de reprogrammer le cerveau émotionnel en sorte qu'il soit adapté au présent, au lieu de continuer à réagir à des situations du passé. À cette fin, il est souvent plus efficace d'utiliser des méthodes qui passent par le corps et influent directement sur le cerveau émotionnel plutôt que de compter sur le langage et la raison auquel il est assez peu perméable. Alors, c'est ça que j'ai évoqué la dernière fois. Pour contacter le subconscient, ce qu'on appelle subconscient, alors en gros le cerveau émotionnel et tous ses fonctionnements, il faut passer par le corps.
Nous ne pouvons pas passer par l'analyse, par la pensée, même par la reprogrammation neurolinguistique, ça ne suffit pas. Il faut contacter le corps. C'est le corps qui manifeste les émotions, entre guillemets, émotions bloquées, très souvent même liées à une amnésie, c'est-à-dire inconsciente. Le corps manifeste les choses et c'est par le corps que nous avons le diagnostic, mais c'est aussi par le corps que nous aurons l'accès au cerveau émotionnel pour effectivement le reprogrammer, c'est-à-dire déjà déprogrammer tout ce qui est toujours actif dans le présent mais appartient au passé. Il y avait cette image de la sonnerie d'alarme. Lors du trauma, la sonnerie d'alarme s'est déclenchée et en fait, personne ne l'a jamais arrêtée. On ne l'entend plus, on y est habitué comme à un bruit de fond. C'est souvent la douleur du corps, les choses comme ça. On y est tellement habitué parce qu'on a souvent grandi avec, les traumas s'étant produits à un très jeune âge. Donc on ne s'en rend pas compte. Et cette alarme continue de sonner indéfiniment. Donc il s'agit moins de reprogrammer que de déprogrammer quelque chose qui est toujours actif, mais qui n'a absolument aucun rapport avec le présent. Le cerveau émotionnel possède des mécanismes naturels d'auto-guérison. Il s'agit de capacités innées à retrouver l'équilibre et le bien-être comparables à d'autres mécanismes d'auto-guérison du corps, comme la cicatrisation d'une plaie ou l'élimination d'une infection. Les méthodes qui passent par le corps tirent avantage de ces mécanismes. Les méthodes de traitement qui vont être présentées dans les pages suivantes s'adressent directement au cerveau émotionnel. Elles court-circuitent presque entièrement le langage. Intéressant, n'est-ce pas ? Elles produisent leurs effets par le corps plutôt que par la pensée. Et oui, pour quelqu'un comme moi qui est très axé sur le langage et sur la pensée, vous allez trouver ça étonnant. Mais pas du tout. Au contraire. Quand je crée des choses avec mes mains, je ne suis pas dans la pensée ou l'analyse. Donc il faut avoir les deux cerveaux absolument fonctionnels. C'est comme ça. Et le corps aussi, et l'accès au corps. Mais nous allons voir ça. Bien, donc nous avons le difficile mariage des deux cerveaux, intelligence émotionnelle. Par de la Freud et Darwin, la troisième révolution de la psychologie, je vais vous passer ça, les deux cerveaux cognitifs et émotionnels. Bien, cognitif et émotionnel, plutôt que analytique, rationnel et non rationnel, intuitif, tout ça, cognitif et émotionnel. Pour Damasio, alors c'est une des personnes à qui il est fait référence, que je ne connais pas, la vie psychique est le résultat d'un effort permanent de symbiose entre deux cerveaux. D'un côté, un cerveau cognitif, conscient, rationnel et tourné vers le monde extérieur. De l'autre, un cerveau émotionnel, inconscient, préoccupé d'abord de survie et avant tout connecté au corps. Alors, inconscient, c'est quand même beaucoup dire. Bien. Quand les deux cerveaux ne s'entendent pas, le court-circuit émotionnel, l'étouffement cognitif. Attendez, je vois quelque chose qui peut nous intéresser. Donc une équipe de chercheurs à l'université de Yale a démontré que le cerveau émotionnel a la capacité de débrancher, entre guillemets, le cortex préfrontal, la partie la plus avancée du cerveau cognitif. Le terme anglais, comme en informatique, est de le mettre offline. Sous l'effet d'un stress important, le cortex préfrontal ne répond plus et perd sa capacité à guider le comportement. Du coup, ce sont les réflexes et les actions instinctives qui prennent le dessus. Lorsque nos émotions sont trop à vif, cette préemption du cerveau émotionnel sur le cognitif commence à dominer notre fonctionnement mental. Nous perdons alors le contrôle du flux de nos pensées et devenons incapables d'agir en fonction de notre meilleur intérêt sur le long terme. C'est ce qui nous arrive lorsque nous nous sentons « irritables » à la suite d'une contrariété au cours d'une dépression ou comme conséquence d'un traumatisme émotionnel plus grave. C'est aussi cela qui explique le « tempérament trop sensible » de gens ayant subi des abus physiques, sexuels ou même simplement émotionnels. L'étouffement cognitif, le cœur et la raison. Alors nous avons aussi un schéma du système cœur-cerveau, le cerveau semi-autonome de neurones qui constitue le petit cerveau du cœur, tout entre guillemets, est profondément interconnecté avec le cerveau proprement dit. Ensemble, ils constituent un véritable système cœur-cerveau. Au sein de ce système, les deux organes s'influencent mutuellement à chaque instant. Donc il y a un réseau semi-autonome de neurones, on pourrait dire un plexus.
un plexus cardiaque, un plexus neuronal cardiaque. Parmi les mécanismes qui relient le cœur au cerveau, le système nerveux autonome joue un rôle particulièrement important. Celui-ci est constitué de 2 branches. La branche dite sympathique accélère le cœur et active le cerveau émotionnel, alors que la branche dite parasympathique joue un rôle de frein sur l'un et l'autre. Alors on a beaucoup vu ça quand j'ai proposé anatomie énergétique. Ça correspondrait tout à fait aux freins et accélérateurs, aux nerfs lunaires et aux nerfs solaires, Ida et Pingala, entre autres, selon la tradition ayurvédique. Chaos et cohérence. J'ai découvert mon propre « système cœur-cerveau » sur l'écran d'un ordinateur portable. On m'avait glissé le bout du doigt dans une petite bague reliée à la machine. L'ordinateur mesurait simplement l'intervalle entre les battements successifs qu'il détectait sur la pulpe de mon index. Quand l'intervalle était un peu plus court, mon cœur ayant battu plus vite, une ligne bleue sur l'écran montait d'un cran. Quand l'intervalle s'allongeait, mon cœur ayant ralenti un peu, la ligne redescendait. Sur l'écran, je voyais la ligne bleue zigzaguer de haut en bas sans raison apparente. Avec chaque battement, mon cœur semblait s'adapter à quelque chose, mais il n'y avait aucune structure dans les pics et les vallées, les accélérations et les ralentissements. La ligne qui se dessinait ressemblait à la crête chaotique d'une chaîne de montagnes. Bon, on lui demande de faire une addition de tête et puis ça devient encore plus chaotique. 10 battements de plus par minute, simplement parce que je manipulais quelques chiffres. Quel dévoreur d'énergie ce cerveau! Ou bien était-ce le stress de devoir effectuer ces calculs à haute voix et en public? La technicienne nous expliqua que comme le tracé était devenu encore plus irrégulier et en même temps que mon rythme cardiaque s'accélérait, cela était plutôt un signe d'anxiété que d'un simple effort mental. Pourtant je ne sentais rien. Elle me demanda alors de tourner mon attention vers la région de mon cœur et d'évoquer un souvenir agréable ou heureux. Cela me surprit. En général, les techniques de méditation ou de relaxation exigent que l'on se vide l'esprit pour atteindre le calme intérieur, pas que l'on évoque des souvenirs agréables. Mais je fis ce qu'elle me demandait et, surprise, en quelques secondes, le tracé sur l'écran changea du tout au tout. Les accros irréguliers et imprévisibles étaient devenus une succession de douces vaguelettes, une onde régulière, souple et élégante. Comme si mon cœur alternait maintenant paisiblement et régulièrement entre accélération et ralentissement progressif. Tel un athlète qui tente et détend ses muscles avant l'effort, mon cœur semblait vouloir s'assurer qu'il pouvait bien faire les deux, et autant de fois qu'il le souhaitait. Une fenêtre en bas de l'écran indiquait que j'étais passé de 100% de chaos dans ma physiologie à 80% de cohérence. Et il m'avait simplement suffi de me rappeler un souvenir agréable en me concentrant sur mon cœur pour obtenir ce résultat. Fascinant, n'est-il pas ? Donc Caroline, ce qu'on regarde ici, ce sont les connexions entre le cerveau émotionnel, qui est ici au cœur du cerveau, et le cœur. À chaque instant, le cœur est soumis à l'influence à la fois de cet accélérateur et de ce frein. C'est un peu comme une voiture sur une route de montagne qui a besoin d'un très bon accélérateur pour pouvoir monter, et puis aussi d'un bon frein, parce qu'il faut pouvoir gérer chaque virage. Et donc ces 2 branches du système nerveux autonome modulent totalement l'effet de ce qui se passe au niveau du cœur à chaque instant. En plus de ça, du cœur vers le cerveau émotionnel remontent les mêmes branches nerveuses qui fait que ce qui se passe dans le cœur influence ce qui se passe au niveau de nos émotions. C'est donc une boucle qui module notre relation au monde et à notre physiologie. Donc on voit qu'à chaque battement du cœur, le cerveau et le cœur s'ajustent pour s'adapter à ce qui se passe dans la physiologie et à ce qui se passe dans l'environnement autour de nous. Maintenant, on peut regarder ce que ça donne sur 4 minutes. Voilà ici une courbe de ces intervalles pris un à un, où on demande à l'ordinateur de calculer combien ça ferait de battements par minute si ça restait toujours comme ça. Et pour le premier intervalle, on est à 60 battements par minute, puis le suivant à 65, puis on redescend à 60, on remonte à 65, etc., etc. Et pendant 4 minutes, on voit que les variations peuvent aller jusqu'à 90 battements par minute ou descendre jusqu'à 50 battements par minute. Et ça varie constamment de façon un peu chaotique. C'est-à-dire que là, par exemple, on ne sait pas où ça va. On ne sait pas si ça va aller plus vite ou plus doucement. On ne peut pas le prévoir puisque ça a varié de façon très chaotique. Et il y a une autre forme de variabilité cardiaque qu'on appelle la cohérence, où le cœur et le cerveau rentrent dans un espèce de rythme
qui fait que ça s'accélère, puis ça ralentit, puis ça accélère, puis ça ralentit, etc. de façon très régulière. Et cet état-là est très prédictif, très prévisible. Et il n'y a plus de chaos, puisque là, on sait exactement où ça va aller. Et il se trouve que cet état de forte variabilité et de cohérence, c'est celui qu'on retrouve lorsqu'on a des émotions positives et qui est un des meilleurs prédicteurs de la résistance au stress. Ça reflète toute la cohérence de la physiologie. Donc ce que je voudrais vous apprendre aujourd'hui, c'est ce qu'il se passe dans le lien entre votre cerveau et votre cœur et comment reprendre le contrôle de ce lien avec votre volonté. Parce que vous ne pouvez pas dire comme ça consciemment à votre cœur de battre plus vite ou de battre plus doucement. Mais vous pouvez apprendre à mieux contrôler ce frein et cet accélérateur pour les rendre beaucoup plus souples et adaptables à tout ce qui se passe dans votre environnement. Donc je vais vous brancher un petit capteur, peut-être on va mettre sur l'autre oreille, voilà. Je mets sur l'aube de l'oreille un petit capteur à infrarouge. Il mesure les changements de couleur au niveau du lobe de l'oreille. À chaque fois que votre cœur bat, il amène un peu plus de sang au niveau du lobe de l'oreille. Ici, on voit que le capteur mesure effectivement les battements consécutifs de votre cœur. Et ce que l'ordinateur va calculer, c'est cet intervalle-là. Et pour chaque intervalle, il va nous dire, si ça restait toujours comme ça ferait combien de battements par minute. Et c'est ça qu'il nous montre ici. Ici, on voit que vous êtes autour de 90 battements par minute, mais qu'à chaque intervalle, ça varie un petit peu, que parfois ça descend jusqu'à 80, et puis ça peut monter jusqu'à 100, et puis ça redescend, etc. D'accord ? Ce qu'on peut mesurer ici, c'est à partir des variabilités dans ce rythme cardiaque, on peut avoir une espèce de spectre émotionnel qui montre les différents types d'émotions que vous pouvez avoir à n'importe quel instant. Lorsqu'on est dans le calme, la cohérence, la sérénité, le maximum du spectre se trouve à peu près autour d'ici. Lorsqu'on est un peu dans l'anxiété, la frustration, ça se déplace par là. Lorsqu'on est vers la dépression, l'abandon, c'est plutôt par ici que ça monte. Donc là, on voit qu'on est un petit peu dans l'anxiété, peut-être parce que c'est la première fois que vous faites ça, puis qu'on est filmé et que c'est pas une situation particulièrement confortable. Donc il n'y a rien de surprenant à ça. Et on peut voir comment, d'ailleurs, la sensibilité de ce système est très particulière, puisque si on vous demande de faire une tâche, comme par exemple de calculer 1365 moins 7, et puis de continuer de soustraire moins 7, de faire ça tout haut et le plus vite possible, regardez ce que ça donne. Essayez de calculer. 1365 moins 7, ça fait 1358. Ok, continuez. Oui, 1351. vous avez à peine commencé à le faire que déjà là, le rythme cardiaque s'accélère considérablement et on voit qu'il se désorganise. Okay, et puis on voit que ça monte ici dans la région de la frustration et de l'anxiété. Et puis alors on va attendre que ça revienne à la normale. Prenez une grande respiration lente et profonde. Voilà. Oui, dès que vous faites ça, une simple respiration, ça commence déjà à faire monter le spectre par ici. Et la désorganisation se calme. Très bien. Maintenant, je vais vous demander, et puis le rythme cardiaque a baissé, il était monté jusqu'à plus de 110, là. Là, il est redevenu, il descend vers 80, c'est parfait. Je voudrais maintenant que vous me parliez de quelque chose qui vous est arrivé récemment, qui vous a mis en colère ou qui vous a rendu particulièrement énervé. Racontez-moi l'histoire. Une dispute Par exemple. Avec qui? avec un ami. Soi-disant, je n'arrivais pas à prononcer le G de Gbagbo, alors que je le prononce très bien. Et donc on voit que rien que le fait de parler de cette dispute, immédiatement, ça désorganise votre cohérence et ça fait monter considérablement votre rythme cardiaque. Ok. Et puis on voit que là, ça s'active dans la région de la frustration. Mais il y a un peu de dépression qui vient avec. C'était pas clair comme cette situation. Et puis quand on arrête d'en parler, qu'on pense à autre chose, les choses se remettent un peu tout doucement vers la normale. Et on voit encore que vous avez un spectre très large d'émotions ici. Vous n'êtes pas centré pour l'instant, et c'est ça qu'on va apprendre à changer et à contrôler. La meilleure manière de commencer à apprendre la cohérence cardiaque, pour sentir comment est-ce que ça pourrait être à l'intérieur de soi, ça passe entièrement par la respiration et le contrôle de la respiration.
Et pour faire ça, on va faire quelque chose de très très simple. C'est on va respirer en rythme. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de commencer une inspiration au moment où la courbe croise la barre verticale, et puis de l'arrêter quand elle croise l'autre courbe verticale et de la laisser redescendre à ce moment-là. Et quand ça croise, vous commencez l'inspiration jusqu'à la prochaine et là vous laissez filer. Ok? On va le faire ensemble. Et puis on recommence. Et on recommence. Très bien. Oui, comment vous arrivez à commencer à faire une courbe très comme des montagnes russes. Essayez d'accompagner cette courbe. Continuez de me faire de belles montagnes russes comme ça. Vous voyez qu'ici, vous construisez toute la puissance de vos spectres se recentre autour de la région qui correspond à la sérénité et au calme. On a considérablement baissé toutes les autres parties du spectre où il y avait de l'anxiété et de la dépression. Simplement en contrôlant la respiration. Vous faites ça très très bien. Et donc on apprend simplement à créer cette espèce d'état de montagne russe où on se laisse accompagner par la respiration, entraîné par la respiration vers cet état de cohérence. Superbe. Très bien. Et plus vous continuez avec cette superbe montagne russe, et plus vous faites baisser le chaos dans votre physiologie, plus vous augmentez la cohérence. Et là, ça nous montre ce qui s'est passé pendant l'ensemble de la séance. Et on voit au début le chaos que vous aviez. Ça, c'est quand je vous ai demandé de compter. Ça, c'est quand on a parlé de votre ami qui vous a énervé. Et puis là, vous avez commencé l'exercice de cohérence. Et on voit que c'est complètement différent. Et c'est là où ça a commencé à s'envoler là. D'accord ? Et vous sentez quelque chose de différent à l'intérieur de la poitrine, peut-être une certaine expansion, ou une légèreté, ou une chaleur. Chaos, cohérence. Dans les états de stress, d'anxiété, de dépression ou de colère, la variabilité du rythme cardiaque entre deux battements devient irrégulière ou chaotique. Dans les états de bien-être, de compassion, de gratitude, cette variabilité devient cohérente. L'alternance d'accélération et de décélération du rythme cardiaque est régulière. La cohérence maximise la variation au cours d'un intervalle de temps donné et conduit à une plus grande et plus saine variabilité cardiaque. Cette image est tirée du logiciel Freeze Framer, produit par le HeartMath Institute de Boulder Creek, Californie. Alors là, nous abordons le chapitre 4, vivre la cohérence cardiaque, où ça va être un petit peu détaillé. Nous pouvons accéder simultanément à la sagesse du cerveau émotionnel, son intuition, entre guillemets, et aux fonctions de réflexion, de raisonnement abstrait et de planification du cerveau cognitif. Donc quand on arrive à s'organiser correctement. Là, nous avons un autre diagramme. Je ne me souvenais pas qu'il y avait des diagrammes. Je ne sais pas s'il y en avait dans le livre de poche que j'avais eu en main, mais certainement que si. Alors là, nous avons en haut tronc cérébral, tension artérielle et régulation du système nerveux autonome, thalamus, synchronisation de l'activité corticale. Donc on a vu ce fameux thalamus. Amygdale, contrôle des émotions. Ouais, alors ça c'est vraiment une physiologie fine à la frange du physiologique et du subtil. Et en bas nous avons le cœur qui tend soit vers le chaos, interfère avec l'activité corticale, soit la cohérence, facilite l'activité corticale. Et tout ça c'est envoyé dans le cerveau. Figure 4. Le cœur facilite le fonctionnement du cerveau. Selon diverses études préliminaires, la cohérence du rythme cardiaque affecte directement la performance du cerveau.
Il semblerait que les phases de chaos interfèrent avec la synchronisation des fonctions cérébrales, alors que la cohérence facilite l'agencement des opérations du cerveau. Cela se traduit par des réponses plus rapides et plus précises et une performance supérieure sous stress. Alors nous comprenons qu'il n'y a pas que quand nous nous sentons stressés que nous allons dysfonctionner d'un point de vue cérébral et d'un point de vue cognitif, mais aussi quand ces stress très anciens, dus à des traumas de la petite enfance ou des traumas oubliés, sont toujours actifs. Alors, nous avons tellement intégré ce stress que nous avons mis la partie chargée de le faire, en tout cas notre système émotionnel, notre système nerveux, a mis en place toute une stratégie qui s'appelle la compensation. On compense, on bloque plein de zones de soi-même, généralement corporelles, et on arrive à fonctionner. Mais on fonctionne mal. Alors là, on est déjà un chapitre plus loin, mais lisons ça rapidement. Les bienfaits de la cohérence. Il y a peu de manières plus efficaces de se persuader que l'on peut facilement apprendre à contrôler sa physiologie que de voir sur un écran d'ordinateur son propre cœur entrer en cohérence. Lorsqu'on constate ensuite que des patients se débarrassent de leurs palpitations ou de leurs attaques de panique, ou deviennent capables de maîtriser leur anxiété lorsqu'ils doivent changer d'école ou parler en public, cela ne fait qu'ajouter à cette conviction. Pour ma part, ce sont les études expérimentales de l'utilité clinique de cette approche, tant pour la psychiatrie que pour la cardiologie, qui m'ont convaincue. Alors là, on va parler de Stanford. Ils font beaucoup d'études sur la conscience. Oui, petit bémol, vivre la cohérence. Françoise Dolto savait parler mieux que personne aux enfants qui souffrent. Elle leur disait « Qu'est-ce que sent ton cœur ?» Mais bon, elle était aussi plus ou moins pro-pédo, je ne sais quoi. Bien. L'auto-guérison des grandes douleurs, l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires, EMDR. C'est surtout là-dessus que je voudrais insister parce que c'est à propos de l'EMDR que je vous avais parlé de ce livre. La cicatrice de la douleur. Les psychiatres et les psychanalystes le savent bien, les cicatrices laissées dans le cerveau par les accidents les plus difficiles de la vie ne s'effaceront pas facilement. Il arrive que les patients continuent d'avoir des symptômes des dizaines d'années après le traumatisme initial. Cela est courant chez les anciens combattants comme chez les survivants des camps de concentration. Mais c'est aussi vrai des traumatismes de la vie civile. Plus qu'un souvenir, ils savent qu'ils ne sont plus en danger, ils le savent, mais ils ne le ressentent pas. Oui, là on avait, ça commençait par une anecdote que vous lirez si vous voulez, un petit traumatisme. Mais entrons dans le cœur du sujet, les mouvements des yeux lors des rêves. Les psychiatres savent qu'il y a une déconnexion entre les connaissances appropriées du présent et les émotions inappropriées, résidus du traumatisme passé. Parce que là, on est en train de parler du syndrome de stress post-traumatique. Alors, je crois que c'est Francine Shapiro, la psychologue californienne, qui est à l'origine de l'EMDR. Donc, lui, il était sceptique. L'idée que l'on pouvait résoudre, en italique, les traumatismes émotionnels en bougeant rythmiquement les yeux me paraissait totalement saugrenue. Pourtant, dans un des cas présentés en vidéo par le docteur Shapiro. Pourtant, un cas capte son attention. Donc avec une patiente, dès que le thérapeute demandait d'évoquer le souvenir, cette patiente était immédiatement suffoquée par la peur. Ensuite, avec beaucoup d'encouragement, elle est parvenue à laisser les images plus douloureuses du départ de son mari qui l'a quittée, lui revenir à la mémoire. Le thérapeute, là il y a 2 H, c'est amusant, bon bref, lui demanda alors de suivre sa main qui se déplaçait de droite à gauche devant ses yeux pour induire des mouvements oculaires rapides comparables à ceux qui ont lieu spontanément pendant les rêves. La phase de sommeil dite REM sleep, en anglais pour Rapid Eye Movement Sleep. Donc, sommeil avec mouvement oculaire rapide. Le souvenir semblait être imprimé dans l'ensemble de son corps et elle devait fournir un effort énorme. En plus de la peur qu'elle revivait, son cœur battait trop fort et trop vite et elle ne cessait de dire qu'elle avait mal partout, entre guillemets. Puis, à peine quelques minutes après une autre série de mouvements des yeux, son visage se transfigura d'un seul coup. Une expression de surprise se peignit sur ses lèvres et elle déclara « C'est parti !» C'est comme dans un train. On regarde quelque chose par la fenêtre qui est complètement là, devant soi, et puis tout d'un coup, c'est parti. C'est dans le passé. Il y a quelque chose d'autre qui le remplace et qu'on regarde maintenant. Que ce soit de la beauté ou de la douleur, c'est dans le passé.
Comment est-ce que j'ai pu me laisser affecter si longtemps par ça? Fermez les guillemets. Toute son attitude corporelle avait changé. Elle se tenait droite, même si elle paraissait encore déconcertée. Avec la série suivante de mouvements des yeux, elle commença à sourire. Lorsque le thérapeute interrompit les mouvements et lui demanda ce qui lui était passé par l'esprit, elle répondit « J'ai quelque chose d'amusant à vous dire. Je me voyais sur le perron de la maison. Henri s'éloignait dans l'allée et je pensais « S'il ne peut pas faire face à la situation, s'il ne peut pas faire face à la situation, c'est son problème, pas le mien. » Et je lui faisais de grands signes de la main en disant « Bye bye, Henri, bye bye !» Vous pouvez le croire? Bye bye, Henri, bye bye! Après d'autres séries de mouvements des yeux, toujours aussi brèves, pas plus de 30 secondes ou d'1 minute à chaque fois, Maggie glissa spontanément vers la scène de son lit de mort. Donc, il faut dire que j'en avais déjà parlé, mais pour ceux qui n'ont pas entendu l'émission où j'en parlais, les images surgissent spontanément sur l'écran mental intérieur. C'est pas une transe, hein, c'est comme quand on a un souvenir ou on se souvient brusquement d'un truc qu'on doit faire. C'est à peu près de cet ordre-là. Sauf que comme on est beaucoup plus réceptif, eh bien les images mentales sont plus claires. Enfin, surtout quand on est un peu habitué, je dirais. Ou peut-être les femmes aussi ont plus facilement accès à leurs images mentales, je ne sais pas. Donc sur son lit de mort, ses amis l'entouraient et elle était rassurée de voir qu'elle ne serait pas seule. Encore une série de mouvements des yeux, et à la place de la peur qui la dominait au début de la séance, c'était maintenant une grande détermination qui se lisait sur son visage. Elle se frappa la cuisse de la main et lança « Et vous savez quoi? Je vais mourir dans la dignité. Personne ne m'empêchera de réussir ça. » L'ensemble avait duré peut-être 15 minutes, et le thérapeute n'avait pas fait 10 phrases. Pendant tout ce temps, le scientifique en moi me murmurait continuellement à l'oreille. Ce n'est qu'une seule patiente. Peut-être est-elle particulièrement suggestible. Cela peut très bien être qu'un effet placebo. Mais le médecin en moi répondait « Peut-être, mais des effets placebo comme celui-là, j'en veux bien tous les jours chez mes patients. Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Alors là, on a affaire à un vrai médecin, vraiment. Un médecin, c'est-à-dire quelqu'un qui soulage ses semblables, hein, parce que ce qu'il dit, c'est effet placebo ou pas, ça m'est égal du moment que je peux soulager les gens qui viennent me voir. Et la plupart des gens qui se prétendent médecins parce qu'ils ont un diplôme de médecine et qui sont inscrits à l'ordre et qui disent « Ah, mais c'est placebo, se moquent éperdument du soulagement des maux. Je peux même pas dire de leurs congénères parce que ceux-là ne sont pas humains au sens où j'entends humain. Mais poursuivons encore un tout petit peu ce chapitre. Ce qui a fini par me convaincre, c'est une étude menée sur le traitement par l'EMDR de 80 patients présentant des traumatismes émotionnels importants. Donc dans cette étude, 80% des patients ne montraient quasiment plus de symptômes de stress post-traumatique après 3 séances. 3 séances de 15 minutes, hein, les gars. Hein. C'est un taux de guérison comparable à celui des antibiotiques pour la pneumonie. Un mécanisme d'auto-guérison dans le cerveau. L'idée de départ de l'EMDR, c'est précisément qu'il existe en chacun de nous un mécanisme de digestion des traumatismes émotionnels. Ce mécanisme, les praticiens de l'EMDR l'appellent le système adaptatif de traitement de l'information. Le concept est assez simple. Nous faisons tous l'expérience de traumatisme, avec le petit t, tout au long de notre vie. Pourtant, nous ne développons pas le plus souvent de syndrome post-traumatique. Tout comme le système digestif tire ce qui est utile et nécessaire pour l'organisme à partir de la nourriture et rejette le reste, le système nerveux extrait l'information utile, entre guillemets, la leçon, et se débarrasse en quelques jours des émotions, des pensées et de l'activation physiologique qui ne sont plus nécessaires une fois l'événement passé. Toutefois, dans certaines circonstances, ce système peut être submergé. Si le traumatisme est trop fort, par exemple à la suite de torture, d'un viol ou de la perte d'un enfant. Ou j'ajouterais même que le traumatisme est vécu suffisamment tôt dans la vie pour que le système cognitif ne puisse pas le prendre en compte. C'est ça aussi. Avant le langage, le système cognitif est très handicapé. Si même il n'est pas inexistant, à part pour ce qui est des traumatismes, quels qu'ils soient, grands ou petits, mais enfin on va dire des traumatismes importants avant l'acquisition du langage, eh bien ça pose un réel problème, justement ce traitement de l'information.
que ce soit en raison de l'intensité du traumatisme ou de la situation de fragilité de la victime, un événement douloureux devient alors traumatisant au sens propre du terme. Selon la théorie de l'EMDR, au lieu d'être digérée, l'information concernant le traumatisme se voit alors bloquée dans le système nerveux, gravée dans sa forme initiale. Les images, les pensées, les sons, les odeurs, les émotions, les sensations corporelles et les convictions que l'on en a tirées sur soi, entre guillemets, je ne peux rien faire, je vais être abandonné, sont alors stockés dans un réseau de neurones qui mène sa propre vie. Ancré dans le cerveau émotionnel, déconnecté des connaissances rationnelles, ce cerveau devient un paquet d'informations non traitées et dysfonctionnelles que le moindre rappel du traumatisme initial suffit à réactiver. Voici un paragraphe important et c'est présenté comme selon la théorie de l'EMDR. Non, c'est selon les gens qui ont étudié le mécanisme traumatique. Ce sont essentiellement des Américains. J'ai déjà cité plusieurs fois Muriel Salmona pour ce qui est des Français et Bessel van der Kolk qui est un néerlandais mais je crois qui vit aux États-Unis ou peut-être même qu'il est américain, je ne sais pas. Son livre Le corps n'oublie rien, à lire absolument. Bessel van der Kolk. Les souvenirs du corps. Donc le corps engramme les souvenirs émotionnels. La force de l'EMDR tient en ce qu'elle évoque d'abord le souvenir traumatique avec toutes ses différentes composantes, visuelles, émotionnelles, cognitives et physiques, les sensations du corps, puis stimule le « système adaptatif de traitement de l'information » qui n'a pas réussi jusque-là à digérer l'empreinte dysfonctionnelle. Les mouvements oculaires comparables à ceux qui ont lieu spontanément pendant le sommeil des rêves sont censés apporter l'assistance nécessaire au système naturel de guérison du cerveau pour qu'il achève ce qu'il n'a pas pu faire sans aide extérieure. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? À la manière de certains remèdes naturels et plantes connus depuis des siècles pour leur capacité à activer les mécanismes naturels de guérison du corps après un traumatisme physique, comme l'aloe vera pour les brûlures, les mouvements oculaires de l'EMDR sont censés être un mécanisme naturel qui accélère la guérison après un traumatisme psychologique. Et alors je ne sais pas si c'est écrit là-dedans parce que je vais quand même lire en diagonale, mais il nous faut aussi savoir que les yeux, l'ensemble du mécanisme oculaire et des mouvements oculaires est en relation avec l'ensemble des fascias du corps, tous les fascias. Le fascia des muscles, le fascia tout. Donc quand on bouge les yeux, on met en contact, disons, une partie du système nerveux avec l'ensemble du corps, et notamment le fascia, enfin via plus exactement l'ensemble du corps via le fascia, qui est précisément la contrepartie physiologique du système nerveux qui enregistre les traumas. On dit que c'est enregistré dans le corps. Avant, on disait que c'était enregistré dans les muscles, les traumas. Mais il apparaîtrait que ce serait enregistré dans le fascia. Cette gaine informationnelle qui fait du lien dans tout le corps, qui enrobe les organes, bien le cerveau, le cœur, les muscles, absolument tout, les os, enfin tout. C'est ce tissu interstitiel qui fait du lien, qui est le liant informationnel, le raccourci informationnel du corps, physiologique. Mais bien sûr, où est la différence nette, la frontière nette entre le nerveux et le physiologique, le nerveux et le cognitif, etc. Donc il y a un continuum comme ça, et nous avons le fascia qui a un rôle vraiment très, très spécifique. Évidemment, tout notre corps étant symbolique, ça se comprend assez bien. Pendant les mouvements oculaires, les patients donnent l'impression de faire spontanément de l'association libre, entre guillemets, telle que l'a recommandé Freud, et dont on sait qu'elle est particulièrement difficile à faire sur commande. Comme dans les rêves, les patients traversent un vaste réseau de souvenirs reliés les uns aux autres par différentes bribes. Ouais, bribes, avec un B, j'insisterai jamais assez. Ils commencent souvent à se rappeler d'autres scènes reliées au même événement traumatique, soit parce qu'elles sont de même nature, par exemple d'autres épisodes d'humiliation en public, soit parce qu'elles sollicitent les mêmes émotions, tel un même sentiment d'impuissance. Il leur arrive souvent d'éprouver de fortes émotions qui remontent rapidement à la surface, même si elles avaient été ignorées jusque-là.
Tout se passe comme si les mouvements oculaires, de même qu'au cours des rêves, facilitaient un accès rapide à tous les canaux d'association connectés aux souvenirs traumatiques ciblés par le traitement. Alors, de ma propre expérience, c'est pas forcément que des choses douloureuses par association d'idées qui arrivent. Ça peut être des choses tout à fait différentes. Dans mon cas, il y a beaucoup d'images et surtout beaucoup de couleurs. Par exemple, je vais penser, même si tout me ramenait à mon père, par exemple, dans les séances que j'ai faites avec une certaine thérapeute, d'ailleurs, ça avait vraiment l'air de l'ennuyer, hein, elle me redirigeait toujours sur autre chose, sur ma grand-mère, Eh bien, ça commençait par la très belle couleur de ces tons de bleu et de bleu-vert et de vert qui constituaient le tissage des rideaux du bureau de mon père, qui avait été auparavant la chambre de ma grand-mère. Donc quand je pensais à la couleur de ce rideau, je me trouvais devant la porte-fenêtre qui était masquée par ces rideaux, au besoin. Mais en tout cas, il y avait cette couleur et je me vois devant, petite fille. Voilà. Donc je suis dans le bureau de mon père en tant que petite fille. Donc tout me ramenait toujours à mon père, mais ça commençait par des couleurs. Après, je voyais autre chose. Je voyais d'autres parties d'ameublement ou de paysages, mais ça commençait toujours par la couleur. Et ça me ramenait à mon père. C'était pas en soi traumatique du tout, mais il fallait que je retourne dans quelque chose qui a trait à ma relation à mon père. Bon, pour ne pas dire plus, mais vous savez de quoi il est question, la plupart d'entre vous. Donc c'est pas forcément traumatique, mais effectivement, il peut y avoir des montées émotionnelles extrêmement fortes, tout à fait imprévues, qui arrivent comme ça, ça peut être des pleurs, un cri, alors, si on se laisse aller, bien sûr, la difficulté étant justement de se laisser aller suffisamment pour que ces choses-là surgissent, alors qu'on est chez un thérapeute, donc dans un cabinet, on se surveille un peu, bien sûr, on va pas se rouler par terre ou se mettre à hurler, donc entre ne pas passer à l'acte et ne pas se retenir de toute bouffée émotionnelle, c'est un exercice délicat évidemment, mais qui est facilité par cette pratique justement. Après plusieurs années de pratique, je suis encore surpris par les résultats de l'EMDR dont je suis témoin. Et je comprends que mes collègues psychiatres et psychanalystes se méfient, comme moi au départ, d'une méthode à la fois si nouvelle et si différente. Pourtant, comment nier l'évidence lorsqu'elle se manifeste tant dans mon cabinet que dans les nombreuses études publiées ces dernières années? Je connais peu de choses en médecine aussi impressionnantes que le MDR en action. C'est de cela que je voudrais vous parler maintenant. Alors, bien sûr, psychiatres et psychanalystes, évidemment, psychanalyse, c'est une thérapie de la parole et de l'analyse, psychanalyse. Donc, c'est le néocortex. Et donc, il s'agit aussi pour le psychanalyste de faire étalage de sa connaissance livresque, de son éducation. Donc, renoncer à tout ça pour faire un petit mouvement des yeux, suivez mon doigt, qui réduit le praticien à rien du tout, puisque nous pourrions tous être des praticiens de MDR. Oui. Non, mais il faut connaître la psychologie, parce que quand les gens s'effondrent... Ouais, mais dans un cas de traumatisme, comme il est question dans ce livre, à un moment, en cas de guerre, de choses très violentes où il n'y a personne sous la main, vous faites comment? Je suis pas médecin, je peux pas t'aider. Certainement pas. On redevient humain dans ces cas-là. Bon, donc là, il est question, il y a une anecdote, et à la fin de la séance, ou de la série de séances, Liliane était même devenue capable d'évoquer le souvenir du premier viol et de le regarder en face sans le moindre trouble. C'est comme si j'étais un simple observateur, je regarde ça de loin. C'est seulement un souvenir, une image. Fermez les guillemets. Privé de sa charge limbique, entre guillemets, dysfonctionnelle, le souvenir perd de sa vitalité. Vitalité. Son emprise s'estompe. C'est déjà énorme. Je ne sais pas si déjà est de trop, parce qu'en fait, on n'a pas besoin que le souvenir s'efface. Parce que ce que nous avons vécu, c'est nous. Comment nous avons surmonté les choses, c'est nous aussi. Et comment enfin nous nous délestons de la souffrance qui était liée à tout ça, c'est encore nous. Donc c'est énorme, tout simplement. Pourtant, la résolution des vieux traumatismes que nous portons en nous comme des blessures pas tout à fait cicatrisées ne prend pas fin avec la neutralisation des souvenirs anciens. Oui, après, on acquiert une certaine force, c'est ce qu'il explique dans le paragraphe suivant, qui fait que, le reste du chemin, par analyse et par force de caractère, on le fait nous-mêmes.
Donc sa psychanalyste, qu'elle continuait de voir une fois par mois, a été tellement surprise par la transformation si subite de Liliane qu'elle m'a appelé un jour pour me demander ce qui s'était passé. Qu'avions-nous fait de différent alors que toute cette histoire d'inceste avait été en principe résolue par son analyse. Comme la plupart des psychanalystes français et américains qui ont eu une expérience similaire avec un de leurs patients, elle s'est rapidement formée à l'EMDR qui depuis fait systématiquement partie de son travail de psychanalytique. Donc là, il y a une histoire très impressionnante avec les enfants du Kosovo. Donc il vient en aide à des enfants gravement traumatisés par faits de guerre, hein, meurtre des parents, viol, bon, et sans pouvoir leur parler du tout. Donc c'est une technique qui se passe d'analyse et même du langage. C'est une expérience que vous devriez peut-être, enfin une relation que vous devriez peut-être lire par vous-même, je ne sais pas. Le MDR, et nous conclurons pour le moment avec ce paragraphe du chapitre, toujours le MDR en action. Le MDR est le sommeil des rêves. Le fait est que nous ne comprenons toujours pas comment le MDR produit ces résultats qui impressionnent tant ceux qui l'utilisent. Donc le professeur Steve Gold de Harvard a émis l'hypothèse que les mouvements des yeux ou d'autres formes de stimulation qui évoquent une orientation de l'attention jouent un rôle important dans la réorganisation des souvenirs dans le cerveau, tant pendant le sommeil et les rêves que durant une séance de MDR. Des chercheurs ont montré que les mouvements des yeux induisent aussi une réponse de relaxation obligatoire dès les premières séries, ce qui se traduit par une réduction immédiate de la fréquence cardiaque et une augmentation de la température corporelle. Cela laisse penser que la stimulation de l'EMDR renforce l'activité du système nerveux parasympathique, comme le fait la pratique de la cohérence cardiaque. Ça alors. Alors le MDR, on l'apprend, fonctionne surtout pour des symptômes qui plongent leurs racines dans des événements traumatisants du passé. Et voilà, nous refermerons ce livre à peu près à la moitié, hein, puisque je voulais surtout vous parler de ça. Ce n'est pas un livre sur le MDR, c'est un livre sur différentes techniques de guérison. Mais moi, celle que je voulais vous présenter, c'était celle-ci. Bon, alors bien sûr, dans ce livre, il est écrit à la fin, hein, le MDR est une méthode de psychothérapie. À ce titre, elle doit être pratiquée par un psychiatre, psychologue, psychanalyste ou psychothérapeute certifié. Ouais, à domaine réservé, les amis, hein, comme toujours. L'Association européenne de MDR a établi des critères très stricts qui régissent le titre de praticien MDR certifié. Oui, bien sûr, dès qu'il y a une association de contrôle. Bon, c'est pas plus mal parce que c'est chose payante, donc il faut que les gens soient hyper compétents. Mais bon, voilà. Je n'ai pas vu que des praticiens certifiés et c'est pas flagrant lequel est le meilleur dans ce cas-là. Hein. Mais écoutez ça, le traitement d'un traumatisme unique subi dans la vie civile, par exemple une agression, un incendie, un accident grave, prend généralement moins de 10 séances. Les séances durent souvent jusqu'à 90 minutes. Leur prix varie entre 60 et 120 €. Ouais, c'est très cher. Très très cher. Et puis 90 minutes, c'est très long en fait. Disons que là on a vu en un quart d'heure ce qui pouvait se passer avec cette patiente. Mais bon, un quart d'heure, pour un praticien, ça le fait pas. On peut pas prendre quelqu'un un quart d'heure. On peut pas lui demander 60 à 90, 120 balles pour un quart d'heure. Donc il faut faire un peu durer, il faut le faire parler. Vous voyez, dès qu'il est question d'argent et de professionnalisation, ça devient très normalisé. Et oui, parce que notre monde fonctionne comme ça. Mais si c'était de façon plus spontanée, si on vivait vraiment comme des vrais humains, eh bien, nous pourrions nous contenter d'un quart d'heure entre frères humains. Chose que j'ai faite. Hein. J'ai fait ça avec des gens, hein, je vous l'ai dit. Bon, un vrai thérapeute peut aussi détecter des choses chez son patient et l'orienter, enfin le diriger. Bon, c'est vrai, bien sûr. Mais quelqu'un qui n'est pas thérapeute et qui a la tête sur les épaules peut tout à fait aider un consultant dans son cheminement, en restant tout à fait à sa place et en accompagnant tout simplement le consultant, c'est-à-dire celui qui fait le travail, en lui demandant de suivre son doigt, hein,
voilà, 30 secondes à la fois, et en étant impliqué dans le processus, sans y mettre d'émotionnel, sans y mettre d'affectif, juste en étant humain, eh ben, on peut s'aider les uns les autres énormément. Cette professionnalisation à outrance de tout, et surtout de la guérison et de la psychologie, me paraît être l'un des traits de caractère de notre monde complètement dévoyé et soumis au flux de Satan. J'ai nommé cette énergie d'argent qui refaçonne toutes les relations humaines selon qu'elles sont payantes ou non payantes, professionnelles ou non professionnelles. Et voilà qui fausse totalement notre rapport à l'autre de façon définitive. Osons donc réfléchir autrement, et pour ceux qui souhaitent s'adresser à un praticien professionnel, bien évidemment c'est une expérience absolument fascinante. Encore faut-il trouver le bon. Bon courage chers amis. Le sujet du traumatisme et de la digestion de l'information n'est pas clos. Il est plus épineux qu'il n'y paraît, mais c'est justement lorsque nous souffrons et que nous sommes pleins de confusion que nous montrons notre vraie force de caractère. La vraie, celle qui est au fond de nous, pas celle qui se voit tous les jours parce que nous sautons du lit à 7 heures, plein d'entrain et plein d'allant. Non, cette force de caractère qui nous tient vivants. Et souvent, j'ai envie d'ajouter qui nous tient vivantes, parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles à leurs souffrances muettes. Cette force de caractère qui nous a tenues vivantes et vibrantes de vie, même si très fatiguées, ou désespérées, ou parfois même, guillemets, dépressives. Nous avons tout de même entrepris des choses de l'âme, de la créativité, ou du soin à autrui, ou tout simplement cultiver notre foi. C'est en ça que nous sommes beaucoup plus puissants que ce monde veut bien nous dépeindre. Non, nous ne sommes pas des ratés, des laissés pour compte. Non, nous sommes les amants de la vie, la vraie. Rien à voir avec ce qui se vit ici.